Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La fonction de doyen et son évolution. Avec des contributions de Francis Borseux, Heinz Bouillon, André Deherde, Francis Delaney, Daniel Donnet, Michel Dupuis, Marc Fallon, Bernard Feltz, Gilbert Gérard, François Ziraud, Michel Huppet, Anne-Marie Coombs, Marc Lee, Thierry Lucas, Michel Molitor, Didier Moulin, Monique Moundopchi, Claude Remacle, Jean-Louis Ranchon, Jean-Jacques Rombouts, Armand Spineux, André Ouénin. Acteur pour l'université, Louvain-la-Neuve 2022. Publié avec le soutien de la Faculté de médecine et médecine dentaire, de la Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales, de la Faculté de santé publique, de la Faculté des sciences de la motricité, de l'École polytechnique de Louvain, de la Faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, d'urbanisme, de la Faculté des sciences, de la Faculté de droit et de criminologie, de la Faculté de philosophie, arts et lettres, de la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, de la Faculté de théologie, de la Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication, et de la Louvain School of Management. Copyright Édition Academia. 10 rue du Poirier. Les 1348 Louvain-la-Neuve. Tout droit réservé. Reproduction interdite sauf autorisation express. www.editions-academia.be. Introduction. Paul Servet. Évoquer les acteurs pour l'université renvoie très naturellement, directement ou indirectement, aux responsables de l'institution au plus haut niveau, recteur ou président du conseil d'administration. Dans la situation spécifique d'une université en déménagement et en reconstruction, comme ce fut le cas pour l'UC Louvain à partir de 1968, viennent également à l'esprit les noms de soutiens extérieurs, académiques ou politiques. Les concepteurs du projet original de la ville de Louvain-la-Neuve ont enfin droit de citer dans cette galerie de portraits, de même que l'un ou l'autre professeur exceptionnel. Il saute pourtant rapidement aux yeux que les acteurs pour l'université ne se limitent pas à ces catégories particulières. C'est que le contexte pas plus que la structure institutionnelle elle-même ne se sont pas figés avec le déménagement de la dernière faculté transférée de Leuven, la faculté de philosophie et lettres, en 1979. Les répercussions de ce choc majeur ont continué à se faire sentir durant de nombreuses années et ont fait partie des facteurs de transformation de l'institution universitaire. Après une période de triple localisation, Louvain-la-Neuve, Leuven ou Woluwe-Saint-Lambert, qui a imposé un certain nombre de délégations de l'autorité aux acteurs de terrain, plus particulièrement aux doyens, l'adaptation aux nouvelles conditions de fonctionnement s'est poursuivie. Du plan de 7 ans au plan de développement en passant par le plan stratégique, l'alma mater néo-louvaniste a été mobilisée dans toutes ses composantes pour accompagner cette évolution. Le passage d'un recteur désigné à un recteur élu a petit fait glisser la structure institutionnelle vers une logique moins exclusivement verticale. L'élection du recteur au suffrage universel tempéré succédant à une élection par l'assemblée restreinte du conseil académique a accentué ce glissement et l'implication des membres de la communauté universitaire. La démultiplication des impératifs administratifs et financiers, la formalisation accrue des procédures, la nécessité de gérer des entités de plus en plus grandes et complexes ont été dans le même sens. L'évolution de la fonction de doyen de faculté, amorcée lors du transfert, s'est renforcée et a sans doute constitué une des expressions de cette transformation. Traditionnelle dans l'université, à Louvain-la-Neuve ou ailleurs, à l'instar d'autres institutions, qu'elles soient juridiques, corporatives, diplomatiques ou ecclésiastiques, cette fonction a longtemps été perçue comme honorifique, résultant d'une élection où, sans grande surprise, l'emportait celui dont c'était le tour. Du fait du déménagement de Leuven à Louvain-la-Neuve et de la complexité croissante de la gestion de l'université au cours du dernier demi-siècle, les doyens ont cependant été amenés à faire face à des défis de plus en plus nombreux et à assumer des tâches de plus en plus diversifiées, qui ont petit à petit doublé le statut honorifique et le rôle protocolaire. La règle quasi coutumière du tour en a été plus que bousculée, l'élection sur un programme, un projet ou une personnalité devenant une pratique largement partagée par les conseils de faculté.
C'est de ces évolutions que le volume en chantier voudrait rendre compte en recueillant les témoignages d'un certain nombre de membres de la communauté universitaire, ayant accepté d'assurer cette fonction et de rendre ce service à l'institution. Le programme des anamnèses mis en place par le professeur Albert Danins, responsable des archives de l'université puis du programme des conversations, poursuivi de 1999 à 2015 alors que j'assumais la responsabilité d'archiviste de l'université, offrait un précédent et une maquette utilisable. En conséquence, tous les émérites ayant exercé la fonction de doyen ou doyenne de faculté au cours des 30 dernières années ont été contactés, sur base des listes compilées par le service des archives de l'université, via leur adresse électronique institutionnelle. La demande suivante leur était adressée: accepteriez-vous éventuellement de rédiger une contribution d'une dizaine de pages présentant les questions majeures que vous avez été amené à traiter au cours de votre mandat, les défis que vous avez dû relever, les contraintes qui se sont imposées à vous, les modalités spécifiques et les conditions institutionnelles et communautaires qui ont caractérisé pour vous ce service essentiel au bénéfice de votre faculté comme de la communauté universitaire dans son ensemble? Quelques messages sont restés sans réponse. Un certain nombre de collègues ont dû décliner l'invitation, notamment pour raisons de santé. Quelques-uns ont souhaité plus d'informations sur l'esprit de l'entreprise. Non pas une étude de l'évolution de la fonction et du rôle de doyen de faculté, mais plus simplement une relecture et un partage de leur expérience personnelle de l'exercice de la fonction. Rassurés, ils ont accepté de se replonger dans leurs souvenirs parfois étayés de documents. Finalement, ce sont 21 témoignages qui ont été partagés pour une période allant de 1988 à 2015. 15 concernent le secteur des sciences humaines, 4 le secteur des sciences et 2 la faculté de médecine. Sans réelle surprise, on y retrouve 2 doyennes et 19 doyens, reflet d'une situation très habituelle dans l'université, heureusement en voie d'évolution. Présentés par faculté, dans l'ordre chronologique de leur création, puis au sein de celle-ci, le cas échéant dans l'ordre chronologique des mandats, chacun a fait l'objet, après une première mise en page, d'une relecture attentive par l'auteur, puis d'une seconde relecture par les éditeurs, enfin d'une uniformisation matérielle suivant les règles de la collection. Quant à la structure et au style ou encore au choix des titres, ils ont été strictement respectés dans la mesure où l'affirmation de Buffon, le style c'est l'homme, s'y vérifiait pleinement et où l'objectif fondamental de ce recueil était de découvrir l'expérience de femmes et d'hommes acteurs pour l'université. Chacun reflète l'expérience de son auteur, sa formation disciplinaire, sa sensibilité, son tempérament, l'impact des responsabilités exercées. Il n'est naturellement pas possible de synthétiser des témoignages aussi divers que leur contexte et les défis à relever. Il n'en reste pas moins que certains traits communs se retrouvent dans bon nombre d'entre eux. On peut d'abord relever que la richesse de l'expérience humaine, que l'exercice du mandat de doyen permet, est évoquée par la plupart des auteurs. Cependant, comme le soulignent plusieurs contributions, lorsque survient l'élection, parfois inattendue, au terme d'une procédure plus coutumière que réglementaire, le contenu du mandat est souvent méconnu. L'élection à des mandats de président d'école ou de département, voire de commissions diverses, peut cependant en constituer une préparation, même si elle est plutôt indirecte. Presque tous ces doyens émérites évoquent l'importance des responsables administratifs de faculté, quel qu'en soit l'intitulé, pour les accompagner dans l'exercice de leurs fonctions. Sans grande surprise, au-delà de la très grande diversité, souvent conjoncturelle, de questions internes à leur faculté, dossiers personnels, susceptibilités multiples, situations statutaires, voire disciplinaires, modifications réglementaires, arbitrages, ce sont les dossiers institutionnels globaux qui ont occupé une bonne partie de leur temps. C'est bien sûr le cas du plan stratégique du début des années 1990, du plan de 5 ans de la fin de ces mêmes années, comme du plan de développement des années 2000. Mais c'est également le cas des plans de fusion d'entités, en ce compris au niveau de l'institution dans son ensemble, ou encore à l'inverse, des séparations d'une faculté en 2 ou plusieurs entités nouvelles. Il n'est donc pas très étonnant que la perception du rôle et de la fonction de doyen varie, de l'assistant social de la faculté au bouclier de la faculté, en passant par le CEO d'une grosse PME, interface avec les autorités, joint, fusible, courroie de transmission entre les niveaux inférieurs et supérieurs, arbitre.
Il n'est pas non plus très surprenant que, pour certains témoins, le retour à la recherche et à l'enseignement au terme du mandat soit accueilli avec un vrai plaisir. Ces quelques éléments n'épuisent évidemment pas la richesse de cet ensemble qui, au-delà de toute expérience personnelle, introduit aussi à la gouvernance de l'Alma Mater louvaniste et à ses évolutions. Ces deux possibilités de lecture, individuelle et institutionnelle, éclairent la vie de l'université et figurent au premier chef parmi les raisons de remercier chaque témoin d'avoir accepté de jouer le jeu de la relecture et un partage d'expérience. Dans la foulée, il faut également remercier les doyens des facultés qui ont accepté de soutenir la publication de ce dossier, de même que Madame Françoise Mirguet, qui a assuré la relecture, la normalisation et la mise en page de ce volume, et la professeure Aurore François, archiviste de l'université, qui a autorisé un soutien logistique à ce projet. Préliminaire et contextualisation. Doyen des facultés, un fil dans l'histoire de l'université. François Ziraud. Doyen est un mot très ancien des langues occidentales et avant elle du latin médiéval. À travers la multitude des situations, un trait prééminent se signale, la fonction décanale concerne l'existence et le fonctionnement d'assemblées, de groupes de pairs. Au Moyen Âge et plus tard, les chapitres de chanoines ont eu leurs doyens et les marchands ancéates en poste dans leurs comptoirs lointains débattaient de leurs soucis sous la conduite d'un ancien, d'un doyen. Cela convenait bien aux universités qui, en leur départ, étaient des corporations. Dans les années 1950 et 1960 où l'on commença à mener des recherches sur le travail intellectuel, beaucoup d'historiens furent frappés du contraste entre le projet du moine et celui de l'universitaire, et le déplacement décisif de l'un vers l'autre qui se joua à la fin du XIIe siècle. Le premier visait la contemplation de l'œuvre divine et la méditation silencieuse des textes des pères de l'Église, accordant la pensée à la féodalité majestueuse de l'abbaye. Autrement dit à un monde très stable et hiérarchisé, du ciel à la terre et de l'abbé à ses frères subordonnés. La grande poussée urbaine bouleversa les lignes. La ville qui s'imposa vers 1100 reposait sur la production et sur l'échange des biens, sur l'activité des artisans et des marchands. Bientôt, en droite ligne de ce nouveau paradigme, surgit un nouvel acteur, le maître qui fait métier de penser et d'enseigner sa pensée. Il est libre, mais ressent rapidement le besoin de fédérer son action selon le modèle des corporations pour défendre ses droits, et s'incorpore, au début du XIIIe siècle, dans les universités qui seront l'association urbaine de ceux qui font métier de travailler les idées. Les doyens dans l'ancienne université de Louvain. 1425 à 1797. L'esprit communautaire était très vif dans les universités médiévales et des temps modernes. Les facultés et les collèges, lieux à la fois d'enseignement et de résidence, y avaient plus de réalité que l'université en tant que telle. Henri de Vogt rappelait dans l'introduction de son inventaire des archives de l'ancienne université de Louvain que sous l'Ancien Régime, l'universitel n'était pas un tout homogène, mais comme une fédération de petites républiques, un agrégat de cellules dont chacune avait une vie distincte, un but et un développement propre, une administration séparée. Les principales de ces cellules étaient les facultés. Elles avaient leur statut propre, jouissaient de privilèges propres et avaient une organisation administrative, disciplinaire et financière tout à fait distincte. Jacques Verger, professeur émérite d'histoire médiévale à Paris IV, résume le fonctionnement des facultés parisiennes. À la tête de chacune, l'Assemblée des maîtres en exercice, présidée par un doyen élu, réglait les divers aspects de la vie de la faculté, en particulier tout ce qui concernait l'enseignement lui-même, c'est-à-dire l'organisation des leçons, des disputes, des examens, etc. L'exemple de Paris et l'histoire de Louvain nous indiquent ainsi les deux caractères principaux de l'exercice de la fonction de doyen dans les universités du Moyen Âge et des temps modernes. Le doyen organise la vie facultaire qui est débattue collégialement, et il coordonne son administration. Les premiers statuts de la faculté des arts louvanistes, rédigés en 1427 et 1429, montrent clairement l'articulation des compétences du conseil des maîtres et du doyen. Le doyen préside au débat du conseil. À l'extérieur, devant d'autres assemblées, il est son porte-parole et le défenseur de ses prérogatives et ses intérêts. Henri de Vogt ajoute qu'il avait la responsabilité des archives,
c'est-à-dire de l'ensemble des documents qui garantissaient les droits de la faculté comprise comme une association jurée. C'est également le Conseil qui élit le doyen. Les 10 premières années qui suivirent la fondation en 1425, il était élu chaque mois, avec la possibilité d'être réélu 2 fois, ce qui portait la durée maximum de son mandat à 3 mois. En 1435, on passa à 5 élections par an, puis à 3 en 1492. À partir du XVIe siècle, les mandats devinrent semestriels, tout comme d'ailleurs celui du recteur. L'énoncé de ces dispositions statutaires ne nous disent évidemment rien des débats et des critères ou des circonstances qui faisaient choisir tel ou tel maître. Le doyen convoquait les membres aux réunions du conseil facultaire, présidait les séances et faisait exécuter les décisions de l'Assemblée. Ce conseil jouissait d'une grande autonomie dans l'archipel universitaire. Il lui revenait de rédiger les statuts, supprimer, compléter ou interpréter certains articles, l'ancien régime était très procédurier, et de dispenser éventuellement de leur observation, de déterminer la compétence du doyen, signe de l'importance du débat en assemblée et du poids de la vie collégiale, de veiller au maintien de la discipline, d'arrêter la matière des cours et des examens, de fixer les conditions de collation des grades, et enfin d'examiner les cas personnels. Les 5 doyens participaient au conseil académique qui traitait, sans plus de précision, des affaires communes de l'université. Le recteur réunissait l'assemblée quand il le jugeait utile, mais il était tenu de le faire à la demande d'un doyen. Où l'on retrouve l'importance des facultés et la fonction représentative des doyens. J'ai recherché dans un travail récent d'Antoine Dettemberg sur l'honneur des universitaires au Moyen Âge. Étude d'imaginaire social si les doyens jouissaient d'une dignité particulière. Il ne le semble pas, et ce serait la qualité de docteur qui aurait été déterminante. Mais l'honneur médiéval et celui des temps modernes était un honneur de groupe, et à Louvain comme ailleurs, les représentants des facultés retiraient un prestige important et performatif de participer aux processions et aux cortèges dont la fonction implicite était de rappeler périodiquement la hiérarchie des pouvoirs au sein de la cité. Ces déambulations rituelles et déclamatoires étaient nombreuses. Homme-gang à la fête de la Vierge du 8 septembre, rentrée universitaire, procession des nouveaux diplômés vers la collégiale Saint-Pierre où l'on honorait la Vierge, siège de la sagesse, Cedes Sapientiae, figuré par la magnifique sculpture du XVe siècle de Nicolas de Bruyne. L'Université catholique de Louvain. Première période, 1834 à 1962. On le sait, les autorités françaises fermèrent l'université en 1797. Le gouvernement des Pays-Bas rétablit une université d'État à Louvain, en 1816 en même temps qu'il fondait les universités de Gand et de Liège. Le législateur belge conserva ces 2 universités dans la loi universitaire du 27 septembre 1835, et renonça à celle de Louvain. L'Église de Belgique, qui avait mis sur pied sa propre université libre en 1834 à Malines, transféra aussitôt celle-ci à Louvain dans les lieux de l'ancien studium. Ce fut l'Université catholique de Louvain. Une faculté de philosophie et lettres et une faculté des sciences succèdent à l'ancienne faculté des arts. Après une quarantaine d'années de statu quo, les 5 facultés de 1834 buissonnèrent en écoles et en instituts dont les écoles d'économie et de sciences politiques et sociales s'émancipèrent en 1950, les écoles d'ingénieurs en 1962, l'Institut d'agronomie en 1965 et l'Institut supérieur de philosophie et celui de psychologie et des sciences de l'éducation en 1969, pour former autant de facultés à part entière. Les doyens sont élus pour 1 an. Dans les faits, ils se succèdent par ordre d'ancienneté et assurent la fonction plusieurs fois car le corps professoral est peu étoffé et les carrières sont longues, commençant tôt et se poursuivant la plupart du temps bien au-delà de 70 ans, du moins avant 1914. Ils appartiennent de droit au conseil rectoral qui comprend également le vice-recteur, le secrétaire de l'université et les présidents des collèges, des établissements puissants par leur taille, logeant les professeurs prêtres et des étudiants. Mais la pratique est plus modeste que les articles du règlement général ne le laissent à croire. Le conseil rectoral se borne à enregistrer les communications du recteur pour les transmettre aux facultés. La séance du 30 mai 1943 fut la grande exception où le doyen des sciences Étienne Hasselbergs,
plaida vivement la résistance devant les nouvelles impositions de l'occupant qui envoyait les étudiants de première année en Allemagne au titre du service du travail obligatoire, STO. Contrairement à l'ancienne université, l'université catholique de 1834 est un système centralisé et pyramidal dont le recteur occupe le sommet. En principe, son rôle consiste à la faire fonctionner conformément aux décisions de l'Assemblée annuelle des évêques et de l'archevêque de Malines. En réalité, il prépare tous les dossiers, nominations, nouveaux programmes, subsides pour la création des laboratoires, et définit de facto la politique en matière d'enseignement et de recherche. Il s'informe et demande des avis à certains académiques à titre tout à fait personnel, et quand les professeurs cherchent à faire remonter une question, ils s'adressent directement à lui. Dans ces conditions, le pouvoir effectif des conseils facultaires, réunis mensuellement, se réduisait à peu de choses pour tout ce qui touchait à la vie même des facultés. Après 1880, lorsque l'université engagea sa révolution scientifique, ils se comportèrent surtout comme des cénacles de savants et à l'instar des académies régionales du XVIIIe siècle, ils se préoccupèrent surtout de relations avec leurs homologues à l'étranger. On rappellera ici que le choix des nouveaux docteurs honoris causa releva exclusivement des facultés jusqu'en 1950. Albert et Elizabeth, Woodrow Wilson, Alexander Fleming, Churchill et De Gaulle ont été docteurs des facultés. En résumé, le doyen siège au conseil rectoral tel que défini alors, convoque et préside les réunions du conseil facultaire. Il ne dispose d'aucun support administratif, mais peut compter sur les appariteurs et les concierges des bâtiments de sa faculté. Les règlements demandent qu'il soit consulté lorsqu'un étudiant ou un diplômé cherche à obtenir un certificat de bonne conduite, de fréquentation des cours et de réussite aux examens, les documents eux-mêmes étant délivrés par le recteur. Les mutations de l'université unitaire. 1962 à 1968. Le monde bougeait. L'Église s'engageait dans Vatican II qui regardait son organisation et émancipa les laïcs, modifia en profondeur sa participation à la vie des sociétés, et proposa aux hommes un modèle construit sur l'amour plutôt que sur la loi du père. L'économie belge connaissait des changements structurels, marqués par la vitalité de la Flandre, l'arrivée d'investisseurs multinationaux et la nécessité de relancer les bassins industriels wallons dès lors que l'Europe avait programmé la fermeture de ses charbonnages, une opération qui serait, on le verrait peu après, le premier acte d'un vaste bouleversement des piliers de l'économie du sud du pays. Les prémices d'une reconfiguration institutionnelle de la Belgique étaient à l'œuvre. L'accès aux études supérieures s'ouvrait comme il ne l'avait jamais fait auparavant, profilant une économie et une société nouvelles. Les individus s'installaient dans un système de bien-être et de consommation. Bientôt, aurait lieu une essentielle révolution de la sexualité et de la procréation, et se ferait jour une première prise de conscience écologique. À partir de 1962 à 1963, les tensions linguistiques exacerbées par la fixation de régions unilingues, Bruxelles exceptée, ont progressivement dicté l'agenda des autorités de l'université. Concomitamment, l'explosion du nombre d'inscriptions imposait une nouvelle gouvernance. Mélange des deux. Le règlement organique d'octobre 1962 énonça l'existence de 2 sections avant que l'année suivante, les facultés soient divisées en 2 rôles linguistiques, ayant leur propre doyen et délibérant séparément. 4 ans plus tard, la Déclaration des évêques, pouvoir organisateur, porta le climat à incandescence le 13 mai 1966 en réaffirmant l'unité de l'université. Les réactions flamandes furent immédiates, à Louvain comme dans les couloirs du Parlement. Un nouveau règlement organique tenta de concilier cette unité et la reconnaissance des 2 sections à travers leur autonomie, chacune étant dotée d'un prorecteur, d'un administrateur général, de services sociaux et culturels propres, et surtout d'un conseil académique. Le même règlement définit pour la première fois les attributions des facultés et les compétences des doyens. Élus pour un exercice de 3 ans, renouvelable 2 fois un an depuis 1957. Les unes et les autres demeurent encore modestes mais signifient de vraies avancées dans la mesure où les facultés ont désormais une part dans la constitution des dossiers de succession des chaires vacantes, et élaborent leurs plans de politique scientifique et leurs programmes de cours et de recherche, avant de les proposer au conseil d'administration.
restée unitaire. Un grand tournant dans la vie des facultés intervient en 1967, avec la création de la fonction de secrétaire administrative. Avec le conseil académique, les doyens se retrouvent dans une assemblée universitaire pour la première fois depuis la fin de l'Ancien Régime. Ils définissent la politique scientifique générale de leur section et sa coordination entre les facultés. Ils élaborent un budget, qui sera soumis au conseil d'administration, et administrent les services culturels et sociaux qui regardent les étudiants de leur rôle linguistique. La première réunion du conseil académique de la section française eut lieu le 19 septembre 1966, au domicile du doyen de la faculté des sciences appliquées André Houbrecht. Durant presque 4 années, jusqu'à la création des 2 universités distinctes le 1er juillet 1970, le Conseil académique francophone constitua une sorte de comité discutant des projets portés par le vice-recteur Édouard Massot et l'administrateur général Michel Watrin. Mais la transparence connut bien des limites sur les questions cruciales de l'avenir des francophones à Louvain, des négociations avec la section néerlandophone et le monde politique, et ce n'est pas le moindre, sur le dessein d'une nouvelle ville universitaire auquel Michel Watrin donnait peu à peu consistance en discutant dans le plus grand secret avec son ami Raymond Lemaire et l'urbaniste américain Victor Gruen. Un contrat est signé dès la fin 1967. La surprise fut totale et générale au dévoilement du projet, à l'automne 1968. Elle explique sans doute les réactions de plusieurs doyens, pris de court et encore sous le choc de l'imposition du transfert qui venait de tomber, juin-juillet, estimant l'entreprise financièrement démesurée et le projet indécent en un temps de blessure, avançant des contre-propositions aussi inadéquates qu'improvisées. D'autres hiatus allaient se produire au cours des longs mois, automne 1968 au mai 1970, qu'il fallut pour élaborer le plan directeur de Louvain-la-Neuve et choisir finalement celui de Raymond Lemaire. 1970, l'Université catholique de Louvain, université francophone. Le pouvoir organisateur, i.e. les évêques, approuva le 18 septembre 1968 un nouveau plan d'expansion de la section française qui était dans les faits un plan de transfert. Quelques semaines plus tard, un nouveau règlement organique, paru au Moniteur le 19 novembre, rendait officielle la scission entre la KUL et l'UCL. La loi leur donna une existence juridique, le 28 mai 1970. L'acte de constitution fut publié au Moniteur le 1er juillet 1970, en même temps que le règlement organique de l'UCL. Le règlement de 1966 avait institué le Conseil académique comme instance au service de l'autonomie des sections. À partir de 1968, l'accent fut mis sur la participation de tous les corps à la réflexion sur le développement de l'université. Le Conseil académique francophone s'élargit successivement au personnel scientifique et aux étudiants en 1968, puis au personnel administratif, technique et ouvrier en 1976, avant que les étudiants y siègent en 2003 avec voix délibérative en vertu du décret de la Communauté française du 12 juin sur la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur. L'organisation de commissions date de 1976. Le coût financier du transfert pesa lourdement sur l'UCL, du fait des difficultés politiques qui entravèrent à plusieurs reprises le versement des tranches budgétaires promises, mais aussi de l'arrêt brutal de la croissance après le choc pétrolier qui accompagna la guerre du Kippour à l'automne 1973. La loi du 5 janvier 1976 rabota les moyens des universités, mais le coup le plus rude intervint en 1982, lorsque l'État imposa aux universités, tout en difficulté budgétaire, d'assainir leur situation. L'UCL qui entendait garder la maîtrise de son destin, la menace était celle d'une mise sous tutelle, élabora son propre plan qui courut jusqu'en 1989. Le plan de 7 ans lui permit de rétablir son équilibre financier, mais à un prix élevé qui comprenait notamment le gel des recrutements académiques. Il eut des répercussions directes sur la vie des facultés, les décisions à y prendre et la tâche des doyens. En vertu du nouveau règlement ordinaire du 11 mai 1983, les facultés furent alors organisées en départements eux-mêmes composés d'un certain nombre d'unités, à charge pour les doyens, les conseils et les bureaux de faculté de réaliser les arbitrages entre tous.
La limitation de 1957 à 2 fois 1 an des éventuels deuxièmes mandats des doyens fut abolie. La loi de 1971 de financement de l'enseignement supérieur ne cessa de connaître des modifications dès le milieu de la décennie dans l'espoir de contenir la dépense publique dans un contexte de crise devenue structurelle. En septembre 1994, la communauté française mit fin au monopole des universités complètes dans l'organisation des troisièmes cycles, en limitant par ailleurs les habilitations de manière à éviter la création de nouveaux cursus de base. L'élément le plus lourd de conséquences résida dans le principe de l'enveloppe fermée, que la communauté, en proie à de grandes difficultés budgétaires, établit en 1999. Un système de financement où l'allocation fixée par l'État est partagée entre les universités en fonction des inscriptions. L'accroissement du nombre d'étudiants dans l'une peut ainsi entraîner une décroissance budgétaire dans une autre, bien que ses effectifs soient inchangés. Face à cet environnement, mais avant tout pour répondre aux enjeux posés par les mutations de l'enseignement et de la recherche dans le monde nouveau et en devenir accéléré, l'UCL mit en chantier en 1988 un plan stratégique 1991 à 1995 qui fut approuvé par les conseils académiques et d'administration en 1991. Le recteur Pierre Mac, mandat, 1986 à 1995, expliqua dans l'avant-propos de sa publication que l'université avait besoin, au sortir du plan de 7 ans, de se définir des lignes d'action académiques, qui apporteraient un supplément d'âme aux structures mises en place lors du redéploiement de 1983. L'UCL profondément renouvelée qui se déploierait les 2 décennies suivantes était en germe dans ce plan qui débutait par cet exergue. Ne pas se limiter à réagir aux événements ni se complaire dans des récriminations mais faire preuve d'imagination et de courage. Tel est le sens d'un plan stratégique aujourd'hui. La même année 1991, Pierre Mac configura aussi de nouveaux schémas de gouvernance en créant le conseil rectoral que le journal Louvain présenta comme un véritable exécutif. Désormais indispensable à la conduite de l'université, d'autres plans se sont succédés depuis. Leur préparation s'ajouta aux responsabilités des doyens. Au milieu des années 1990, les schémas et les procédures établis par l'acte de constitution de 1970 ne convenaient plus à une université qui s'était beaucoup développée, du point de vue de la taille de ses effectifs étudiants, académiques, scientifiques, administratifs et techniques, mais aussi de ses réseaux d'enseignement et de recherche avec d'autres universités de rang mondial. Plus globalement encore, les attentes, les motivations et les pratiques des acteurs avaient changé. La formation, le recrutement académique, la façon de bâtir et de financer des projets scientifiques, tout était à pousser en avant, à revêtir de nouvelles formes. Le recteur Marcel Crochet s'y employa activement au cours de son premier mandat, 1995 à 2000. Le second, 2000 à 2004, fut très occupé par la préparation du passage de l'enseignement supérieur au système de Bologne qui aurait lieu à la rentrée 2004. L'UCL s'investit sans compter dans les longues et difficiles négociations qui présidèrent à l'élaboration du décret du 31 mars 2004, qui y était consacré. Il fallait préserver les avancées qui avaient montré toute leur fécondité comme le projet Gérer sa formation, et jouer dans un esprit réellement universitaire, le jeu de la réforme européenne sans se limiter à des aménagements de façade, résister aussi à quelques visées de la ministre de l'Enseignement supérieur Françoise Dupuy. Après un intervalle pacifié sous la ministre Marie-Dominique Simonet, la confrontation avec les projets très partisans du ministre Marcourt reprit en 2009. Le décret paysage fut finalement voté le 6 novembre 2013. Cependant que l'ARES, Académie de recherche et d'enseignement supérieur, placée sous la conduite d'un administrateur général nommé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, exercerait un rôle de supervision et de pilotage, tous les établissements étaient rattachés à un ou plusieurs pôles géographiques dotés de compétences importantes, la plupart exercées jusqu'alors en propre par les universités. L'UCL devenait l'institution majoritaire dans le pôle Louvain, Brabant-Wallon, et une contributrice du pôle Bruxelles et du pôle Énuyer. Tout un travail d'organisation des pôles et des zones académiques, mais aussi d'adaptation des règles et des procédures d'admission et d'inscription aux études, du règlement général des études et des examens et de mise en place du nouveau programme annuel de l'étudiant, fut à mener.
Mais avant cela, à l'initiative du recteur Bernard Coulie, mandat 2004 à 2009, l'UCL procéda à une réforme majeure de ses structures en 2009 avec une organisation en 3 secteurs, 14 facultés et 21 instituts de recherche. La gestion de l'enseignement revint aux facultés, celle de la recherche aux instituts. Parmi les 14 facultés, 5 nouvelles, la faculté de pharmacie et des sciences biomédicales, la faculté de santé publique, la faculté des sciences de la motricité, la Louvain School of Management, 2008, et l'AUSI faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, d'urbanisme, née de l'agrégation des départements d'architecture et d'urbanisme de l'École polytechnique de Louvain avec les instituts supérieurs des Architecture Saint-Luc de Saint-Gilles, Bruxelles et de Tournai conformément au décret du 30 avril 2009. En outre, en 2011, les facultés universitaires catholiques de Mons, FUCAM, et l'UCL ont fusionné et constitué sur 2 sites un ensemble dédié aux sciences économiques, sociales et managériales. Toutes ces réformes, nées des nouveaux décrets ou portées par l'université elle-même, ont fortement mis à contribution les doyens, à la fois comme acteurs de la gouvernance de l'institution, conseil académique, comme conseillers informels bien au fait des réalités du terrain dans et hors de l'université, et comme pilotes de leurs facultés appelées à de grandes mutations, ce qui impliqua aussi des arbitrages non mineurs. Place des doyens. Marc Lee. Dans le centre de Louvain-la-Neuve, il y a une place de l'université, une place des doyens autour de laquelle sont installées 2 facultés, mais pas de place du ou des recteuresses. Serait-ce le signe de l'importance de cette fonction décanale dans l'organisation de l'université, ou un oubli de la commission de toponymie chargée de proposer le nom des artères qui traversent la ville, quant à la fonction la plus élevée de l'institution universitaire? Sans doute ne faut-il pas surinterpréter un tel choix, mais c'est néanmoins le significatif de l'importance historique de la fonction de doyen dans le fonctionnement d'une entité aux règles très spécifiques, issue pour une bonne part d'entre elles de la fin du Moyen Âge, qui s'est toujours organisée sur un modèle de gestion de type électif, où les pairs, à savoir les seuls académiques durant plusieurs siècles, choisissaient pour organiser les tâches d'enseignement et de recherche l'un des leurs qui n'était jamais Q'. Un primus inter pares, pour un mandat à durée limitée, afin d'éviter les tentations que pourraient appeler des formes d'autorité ou de pouvoir installées de façon trop pérenne. Cette fonction de doyen a fortement évolué au fil du temps, et particulièrement depuis une vingtaine d'années, à la fois à cause des transformations internes de l'organisation de l'université, des contraintes externes liées à un interventionnisme grandissant des autorités de tutelle qui nous financent et d'une procéduralisation accrue des pratiques, sûrement nécessaire mais rendant la gestion de chaque dossier toujours plus ardue techniquement. Si la fonction s'est grandement transformée, elle garde cependant des modalités de sélection des candidats et de gestion par ceux qui ont été élus assez stables au cours du temps. Un doyen élu par toute sa faculté. Le choix du doyen se fait de manière élective, parmi les titulaires académiques de la faculté. Auparavant, il devait avoir le grade de professeur ordinaire, ce qui limitait le choix à des membres de la faculté déjà riches d'une certaine expérience pédagogique et scientifique, dont les mérites avaient été sanctionnés par les commissions de promotion. Cela évitait aussi tout conflit d'intérêts dans diverses commissions, où celui-ci devait siéger pour évaluer les qualités de ses pairs, puisqu'il avait pour sa part déjà atteint l'échelon le plus élevé de la carrière académique. Cette règle a malheureusement été abolie, parfois pour permettre à des facultés peu dotées en professeurs ordinaires de trouver des candidats, parfois parce que le manque de candidatures au sein des professeurs ordinaires se faisait sentir. Cela en dit peut-être long sur l'attractivité d'une fonction de plus en plus gourmande en temps de gestion, au moment où la pression sur les nominations et promotions est toujours plus forte, entre autres dans un contexte international qui pousse les universités à toujours vouloir progresser dans les rankings internationaux, et où elles se montrent donc plus exigeantes qu'auparavant en termes de publication dans des revues de premier rang et dans la recherche de budgets de recherche et autres subventions. Cela favorise une forme d'individualisme dans la gestion des carrières, d'autant que le recrutement des nouveaux professeurs retient moins les candidats internes, qui avaient eu l'occasion de développer une forme d'affectio societatis forte au début de leur carrière de jeunes chercheurs, privilégiant des profils plus solides ayant déjà entamé un début de carrière à l'étranger,
mais qui ne feront peut-être qu'un séjour limité dans notre institution, si un autre lieu se révèle plus attractif pour eux dans la suite de leur carrière personnelle. Si auparavant seuls les académiques choisissaient celui d'entre eux qui conduirait leur faculté pour les 3 années à venir, avec un éventuel renouvellement de mandat, et sauf cas exceptionnel, sans possibilité d'en exercer un 3e, c'est aujourd'hui l'ensemble du conseil de faculté qui est convié à cette élection, ce qui permet une représentation significative du personnel scientifique et administratif ainsi que des étudiants. C'est une évolution positive, qui va dans le sens d'une plus grande démocratisation de la gestion de l'université, dans la mesure où le doyen doit pour partie gérer la carrière et les conditions de travail de toutes les catégories de personnel de sa faculté et l'organisation des études, des examens et des délibérations. Le seul risque réside dans le glissement qui peut en résulter, sous forme de campagnes électorales, plus ou moins discrètes, plus ou moins orchestrées, et pouvant amener des candidats en confrontation à se livrer à des promesses et surenchères engageant celui qui sera élu à tenir des engagements qui dépassent peut-être le champ de ses responsabilités ou ses moyens d'action effectifs. Que des rencontres, des échanges puissent avoir lieu pour connaître le profil des candidats doyens, surtout dans des facultés très grandes où se côtoient plusieurs écoles, plusieurs entités parfois très diverses, cela peut aider certains électeurs à faire leur choix. Mais les risques de dérives électoralistes ou populistes deviennent perceptibles dans le processus actuel. Une gestion administrative avec une vision politique. Le doyen élu doit à la fois avoir des capacités de gestion, dans les dossiers administratifs, les ressources humaines, les finances, et de communication, au sein de sa faculté et avec les autres entités de l'université et les autorités, en les inscrivant dans la vision politique du projet facultaire qu'il pourra développer pendant les 3 à 6 ans de son mandat, dans une nécessaire continuité avec les options portées par ses prédécesseurs. Et tout cela, sans toujours en avoir appris les fondements dans une carrière scientifique qui n'est pas la plupart du temps ancrée dans ses domaines de compétences. C'est entre autres pour cela qu'il est opportun que le doyen ait déjà pu exercer d'autres fonctions de responsabilité, à la présidence d'une école, comme responsable d'une équipe de recherche, pour à la fois connaître les spécificités du fonctionnement organisationnel d'une université, qui ne peut se comparer à la gestion managériale très verticale d'une entreprise privée, et avoir appris les principes de base de la gestion des ressources humaines. Depuis quelques années, l'université propose différents modules de formation pour les responsables d'entités nouvellement nommées, mais si ceux-ci permettent de découvrir des collègues élus en même temps qu'eux, ces formations sont plus utiles en termes de team building avec les pairs que pour vraiment découvrir les éléments techniques nécessaires à la fonction, sauf peut-être pour les aspects budgétaires. Néanmoins, il reste primordial de maintenir un académique reconnu par ses pairs dans les décanats et de ne pas céder à la tentation de certaines universités, souvent privées, de confier la gestion facultaire à des managers administratifs, avec le double argument qu'ils ont eux, tous les diplômes et compétences requis pour gérer des équipes de personnel et des budgets et que cela libère ainsi les enseignants-chercheurs de toute tâche de service à la collectivité au profit de leur seule mission d'enseignement et de recherche, si essentielle dans l'évaluation de leur carrière et la progression de leur université dans les rankings. Ces arguments sont fallacieux car cela signifie aussi que les académiques perdraient peu à peu la définition de leur projet facultaire. Il serait naïf de croire qu'on peut dissocier complètement gestion administrative et budgétaire d'un côté, projet académique et scientifique de l'autre. Les deux ont partie liée, et abandonner le contrôle de l'un amènerait progressivement à laisser les choix académiques de l'institution à quelques gestionnaires, ne rendant compte qu'aux seules autorités de l'université. Nous ne connaissons d'ailleurs guère de cas où la gestion décanale fut tellement calamiteuse qu'elle mit à mal, durablement, le bon fonctionnement de la faculté et le suivi de ses missions. Et en ce cas, au terme du mandat, des électeurs sensibilisés aux difficultés facultaires peuvent de même reprendre leur destin en main avec le choix d'un autre doyen, voire démettre le doyen par un vote de défiance au conseil de faculté. En outre, il ne faut pas oublier que tout doyen peut s'appuyer sur une équipe administrative compétente, et dont la professionnalisation s'est sensiblement accrue ces dernières années. Il est significatif qu'on ait remplacé le terme de secrétaire administratif de faculté par celui, plus approprié, de directeur Reichsadministratif V de faculté,
lesquels se rencontrent régulièrement pour échanger sur leurs pratiques au sein du collège des DAFS. Il ne s'agit pas d'un simple changement terminologique, mais de la pleine reconnaissance de l'évolution d'un métier qui doit être au cœur de la gestion de la faculté, en appui aux doyens entrants, pour assurer une continuité administrative et fonctionnelle puisque ce personnel reste stable au fil des années. Une complexité croissante. Les décrets promulgués par la Fédération Wallonie-Bruxelles en matière d'enseignement supérieur se multiplient ces dernières années. Réforme dite de Bologne en 2004, décret paysage en 2013, ajustement quasi annuel de ces décrets. Chacun d'eux apporte de nouvelles règles à respecter, pour l'organisation des enseignements, le financement des étudiants, la validation des crédits ECTS, l'organisation des examens d'entrée dans certaines sections, le contrôle des mesures à appliquer. Cela rend la gestion de l'organisation des programmes et le suivi des parcours étudiants toujours plus complexes, à tel point que l'autorité de tutelle a dû accepter d'augmenter le cadre administratif de tous les établissements des enseignement supérieur en reconnaissant que ces décrets alourdissaient de manière importante leur bonne mise en œuvre. S'ajoute à cela le nombre de plus en plus important d'étudiants faisant appel à des procédures de recours, en cas d'inscription refusée ou d'échec à certaines sessions d'examen, ce qui entraîne aussi son lot de surcharges pour en assurer un suivi correct, sous la menace de poursuites brandies par des cabinets d'avocats spécialisés dans ces recours. Et des mesures plus ponctuelles comme l'obligation récente de pouvoir donner aux étudiants accès à leurs copies d'examen, de manière individualisée. Ou des actions plus positives en termes pédagogiques, comme le développement des activités d'accueil et d'intégration des étudiants primo-arrivants ainsi que les nombreuses séances de remédiation proposées en premier cycle. Ou encore le développement important des échanges Erasmus et hors Europe, certes très bénéfiques pour les étudiants, mais générateurs d'une surcharge de travail en raison des nombreux contacts à assurer avec les partenaires étrangers. Ou enfin le renforcement des formations doctorales et le suivi de celles-ci par les commissions doctorales, depuis le dépôt d'un projet de recherche par le candidat doctorand jusqu'à la présentation de sa thèse dans une double soutenance publique et privée. Autant de tâches qui n'existaient pas auparavant, et qui incombent tout au personnel académique, scientifique et administratif des facultés à un moment où le sous-financement chronique de l'enseignement supérieur, qui fonctionne en enveloppe fermée alors que le public étudiant croît considérablement, ne permet pas de renforcer les cadres pour assurer ces nouvelles missions ou répondre à de nouvelles contraintes décrétales. Le découragement est donc parfois présent, même si le dévouement de toutes les catégories de personnel, leur investissement dans leur mission, leur attachement à leur alma mater compense largement les surcharges qu'ils doivent supporter au quotidien. Mais la bonne volonté ne peut suffire pour mener une politique responsable de gestion dans la durée. Des mesures plus structurelles devraient donc d'urgence être prises, ce dont les recteurs sont d'ailleurs persuadés et qu'ils répètent à longueur d'année à leurs ministres responsables. Pour tenter de répondre à ces surcharges, certaines facultés ont multiplié le nombre de vice-doyens, afin de créer une équipe décanale dont certains membres ont en charge un dossier spécifique. Auparavant, le doyen élu choisissait un collègue pour occuper la fonction de secrétaire académique, qui consistait principalement à gérer des dossiers d'étudiants, autorisation d'inscription à certains programmes, recours au terme de la session d'examen, sanctions disciplinaires. Là aussi, le titre a changé pour en faire un vice-doyen, ce qui montrait déjà la volonté de constituer une équipe de direction, même si le vice-doyen n'est pas élu par le conseil de faculté mais proposé à celui-ci par le doyen après son élection. Cela permet au doyen de s'appuyer sur un académique en qui il a confiance, qui vient souvent d'une autre école de la faculté, et qui peut assurer certaines tâches spécifiques, tout en donnant au doyen la possibilité d'échanger avec un pair sur les dossiers importants avant de les présenter à son bureau de faculté. Ce duo a tout son sens, mais certains ont voulu l'étendre et des facultés comptent à présent jusqu'à 4 vice-doyens, en charge des relations internationales ou des relations avec le monde extérieur, en dehors de ceux en charge de l'enseignement ou de certains sites dans le cas de facultés multisites. L'objectif d'avoir une équipe de direction plus large, attentive à tous les secteurs d'activité de la faculté est certes louable, dans une logique de gestion plus collective et participative, mais le risque existe aussi de cantonner alors le doyen à un rôle de manager d'équipe plutôt que de porteur d'un projet global pour sa faculté.
Ce glissement qui s'est fait de manière progressive et sans analyse préalable ni concertation au sein de l'université, mériterait d'être étudié dans ses effets, avant qu'il ne prenne de l'ampleur au fil de réformes de règlements facultaires proposées de manière éparse. Des réformes internes parfois dommageables. 2 formes d'organisation spécifiques à l'UC Louvain, mises en œuvre depuis un peu plus de 10 ans, après des débats longs et difficiles, ont sensiblement modifié la place et le rôle des facultés au sein de l'institution. La création de 3 secteurs sciences humaines, sciences et technologies, sciences de la santé, a d'abord eu comme conséquence une augmentation du nombre des facultés. La division des activités d'enseignement gérées par les facultés et des activités de recherche dévolues à de nouvelles entités dénommées instituts a ensuite multiplié les instances de gestion. L'organisation de l'université en 3 secteurs n'a fait qu'officialiser un mode de fonctionnement déjà installé de facto depuis plus de 30 ans dans l'institution. Cela a du sens, tant du point de vue organisationnel, vu le développement de plus en plus grand de l'université qui accueille désormais plus de 30 000 étudiants, que des particularités propres à ces 3 secteurs, entre autres en matière de recherche où le recours à des ressources extérieures est fréquent pour de nombreux projets en coopération avec des entreprises ou inscrits dans des recherches subventionnées au niveau international en raison de l'investissement nécessaire pour les conduire. Mais cette tripartition, qui rend parfois difficile le maintien d'une ligne unique dans la politique globale de l'université, s'est accompagnée de la création de nouvelles facultés, particulièrement dans le secteur de la santé. Elles étaient 10 depuis plusieurs décennies, elles sont passées à 14, ce qui a entraîné l'émergence de petites entités comptant très peu d'étudiants, pas tous les cycles d'études et ne disposant dès lors que d'un cadre administratif très restreint, trop peut-être. Face à la complexité des tâches, comme mentionné précédemment, certaines d'entre elles, parfois démunies de directeurs administratifs, ont été obligées, ou on le leur a fortement suggéré, de regrouper des missions traditionnellement facultaires à un niveau supérieur, celui du secteur, qui reprend donc à certains endroits le rôle jusqu'à présent dévolu à la seule responsabilité facultaire. Cela a peut-être du sens, sur un plan strictement pragmatique, mais pose la question à moyen terme du rôle des doyens et des facultés. Si on compare, toute proportion gardée, la structure universitaire à celle de l'État belge, on peut y trouver des similitudes. L'exécutif universitaire est géré, au niveau central, par le recteur, accompagné depuis quelques années par un conseil rectoral, où se trouvent les vice-recteurs de secteur, qui a vu ses responsabilités croître au fil du temps, ainsi que le montrerait une analyse des modifications des règlements organiques et ordinaires de l'UCL devenu UC Louvain depuis peu. En dessous, les doyens exerçaient leurs fonctions exécutives au niveau local, ce qui justifiait leur présence à tous au sein du conseil académique. Désormais, il y a 3 niveaux, le fédéral, le local et le régional. Cela modifie sensiblement la répartition des tâches, par exemple pour la répartition des cadres administratifs et scientifiques ainsi que pour l'élaboration des profils de postes académiques. Cela peut avoir du sens si l'on souhaite avoir une politique académique plus transversale, basée sur les intérêts d'un secteur plutôt que la défense de baronnies plus étroites. Mais cela a aussi des conséquences sur l'autonomie facultaire et son projet propre. En outre, on sait combien l'État belge peine à gérer les différents niveaux de compétences qu'il a générés dans une lasagne institutionnelle qui devient petit à petit ingérable et inefficace. Les tensions n'atteignent pas ce niveau au sein de l'université, mais elles existent et on ne peut les ignorer sous peine de voir les clivages ou les menaces de sécession, voire les coups de force sous forme de regroupements imposés, miner l'institution tout entière. Faculté versus institut. C'est d'autant plus vrai qu'au moment où se créaient ces 3 secteurs et ces 14 facultés, émergeait la dernière phase, pour le moment, d'un plan de développement, la création des instituts de recherche pilotés par des présidents d'instituts ayant le même rang et pouvoir que les doyens. À côté du fait régional, on installait donc un 4e niveau. Les entités communautaires fondées non sur le partage d'une même langue mais celui de mêmes projets de recherche. Aux 14 facultés se sont ainsi ajoutés 21 instituts, la plupart sectoriels mais certains étant reconnus comme intersectoriels. Ce choix organisationnel était pleinement justifié par la nécessité de mettre en place des structures de recherche plus transversales,
À un moment où la taille critique des équipes de recherche était à de nombreux endroits trop restreinte pour pouvoir se développer à un niveau international, pour avoir des équipes de support aidant à soutenir les chercheurs, à introduire des projets de recherche toujours plus lourds à rédiger, à acquérir des équipements souvent coûteux. C'était particulièrement vrai en sciences humaines et sociales, où la recherche collective n'était pas toujours la norme. De ce point de vue, il est vrai que les facultés se focalisaient souvent sur leur mission d'enseignement et de service et intervenaient peu dans l'animation de projets de recherche pris en charge, au plan local, par des équipes de recherche inscrites dans des centres qui n'avaient pas réellement de place dans la structure générale de l'université. Mais toute nouvelle structure réclame un minimum d'infrastructures et de personnel pour la gérer, et c'est souvent dans les équipes facultaires qu'on a été prendre ce personnel, ainsi que les budgets de fonctionnement nécessaires pour faire vivre ces nouvelles entités. Ce qui a mis à mal pendant quelques années le bon fonctionnement des facultés. En outre, le choix a été fait de placer dans l'organigramme universitaire les instituts au même niveau que les facultés, et leurs présidents au même niveau que les doyens. Cette structure matricielle s'est encore compliquée du fait que le personnel académique, ayant une double fonction d'enseignement et de recherche, a désormais dépendu, pour son recrutement, pour l'établissement de son projet académique individuel concerté, PEC, pour sa nomination définitive et ses promotions en cours de carrière de deux patrons ayant exactement le même niveau de responsabilité à son égard. C'est moins marqué pour le personnel scientifique temporaire, même si là aussi les responsabilités sont en partie partagées. Cela n'a pas facilité la vie des doyens, contraints de gérer leur programme d'enseignement avec moins de personnel, moins de moyens, et dans une tension permanente avec des présidents d'instituts pour qui la priorité est tout logiquement donnée au temps disponible pour la recherche des académiques dont ils ont la responsabilité. On aurait sans doute pu imaginer une reconnaissance officielle des instituts de recherche au sein de la structure universitaire, avec un budget spécifique significatif et du personnel dédié, mais sans créer cette homologie totale entre facultés et instituts qui amène parfois à des situations schizophréniques pour le personnel tiraillé entre deux maîtres et qui est source de tensions multiples. D'autant plus que la conjonction des deux événements, augmentation du nombre de facultés et création des instituts, a eu une incidence forte sur le rôle des doyens dans la gouvernance de l'université. Autrefois, les 10 doyens siégeaient tous au conseil académique, où ils avaient donc un poids important quand il s'agissait de décider des grandes orientations stratégiques de l'institution ou de l'affectation de son budget. Ils se voyaient très régulièrement pour préparer ces conseils, pour échanger entre eux sur la politique à suivre, tous secteurs confondus. Il y avait donc là un groupe représentatif qui disposait d'un poids politique réel dans l'institution, légitimé par le fait qu'ils étaient tous des élus, porteurs à ce titre des priorités de leur faculté, mais animés par la volonté de garder une ligne générale commune dans les orientations à prendre. Désormais, il y a 12 représentants des doyens et des présidents dans un conseil académique qui compte 41 membres, jusqu'à présent dans une répartition équitable de 6 doyens et de 6 présidents d'instituts, mais cette répartition n'est pas garantie dans les règlements de l'université. Il n'y a donc plus que 6 doyens sur 14, et parfois face à 6 présidents d'instituts. Les concertations en amont entre les 14 doyens n'existent plus, puisque celles-ci se tiennent plutôt au niveau sectoriel où se retrouvent les doyens et présidents d'instituts du secteur. Il n'y a donc plus à proprement parler de position décanale commune pour soutenir le point de vue des facultés, ce qui amoindrit de facto leur responsabilité politique et leur pouvoir d'influence. Les bénéficiaires en sont probablement le conseil rectoral, où les vice-recteurs sont 3, auxquels s'ajoute un vice-recteur régional pour le Hainaut, et les secteurs qui définissent leur politique en amont dans les bureaux et conseils de secteur. Il reste à évaluer quels sont les gains et les pertes d'une telle réorganisation, qui a fondamentalement modifié le fonctionnement de l'université ces dernières années. Une fonction prenante mais passionnante. Ces changements structurels posent question, mais ils ne doivent pas empêcher de reconnaître le côté enthousiasmant de la fonction de doyen. À côté des multiples responsabilités administratives et organisationnelles, il ne faut pas perdre de vue que le doyen a surtout un rôle politique à jouer, au sein de sa faculté, dans la structure universitaire et dans ses contacts avec le monde extérieur.
Son pouvoir peut sembler limité, puisqu'il a un mandat électif de 3 ans seulement, renouvelable une fois, qu'il dispose de marges budgétaires limitées essentiellement à un budget de fonctionnement, qu'il n'a qu'un pouvoir très limité sur les différentes catégories de personnel employés dans sa faculté. Ce n'est donc pas un patron d'entreprise qui peut décider souverainement, ou presque, de la gestion de son entité. Mais il a obtenu la confiance de ses pairs par le vote du conseil de faculté, et il peut donc donner une série d'impulsions en bonne entente avec le bureau de faculté, qui est le lieu essentiel de pilotage de la faculté. C'est là que peuvent se discuter la création de nouveaux programmes d'enseignement en phase avec l'évolution des disciplines et les transformations de la société, la répartition des postes académiques, scientifiques et administratifs en fonction de l'évolution des écoles et entités qui composent la faculté, les projets d'accord avec des universités étrangères, la gestion des écoles doctorales, les projets d'aide à la réussite et d'accompagnement des étudiants. À chaque fois, vu les ressources limitées, des arbitrages sont nécessaires qui seront facilités par les capacités d'écoute, de négociation préalable, de respect de chacune des parties manifestées par le doyen. Mais là aussi, les contraintes se renforcent. En interne, les instituts ont leur mot à dire, et les concertations intrasectorielles limitent aussi la marge de manœuvre des facultés. En externe, la création de nouveaux programmes, qui sont le moteur d'une dynamique d'enseignement innovante, est freinée par des décrets qui rendent parfois impossibles de nouveaux projets à cause d'une concurrence exacerbée entre universités. Et si les contacts entre doyens sont moins fréquents qu'avant au sein de l'UC Louvain, ils restent aussi assez limités entre les 6 universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Certaines concertations existent, par exemple entre doyens de médecine parce qu'il faut gérer ensemble l'examen d'entrée ou les quotas d'attribution de numéros INAMI ainsi que les masters de spécialisation, ou entre doyens de faculté d'ingénieurs où il y a aussi un examen d'entrée commun à gérer. Mais ces échanges sont souvent empreints d'une certaine méfiance, vu la logique concurrentielle entraînée par la répartition des ressources en enveloppe fermée entre institutions qui se partagent un très petit marché. Il n'empêche, si la fonction est lourde et le temps passé à régler des tensions interpersonnelles ou des dossiers délicats importants, elle donne une autre vue de son institution. Le doyen a ainsi l'occasion d'avoir une vue transversale, qui dépasse le seul champ disciplinaire où il retrouve les collègues proches de son école. Il doit porter la vision d'un projet collectif, inscrit dans sa dynamique facultaire, mais il doit la soutenir désormais en concertation avec les présidents d'instituts et au sein de son secteur. Cela change fortement la prise qu'il avait auparavant sur ses moyens d'action. Si cela peut renforcer des approches transversales et interdisciplinaires, ce sera bénéfique pour l'ensemble de l'université. Mais cet équilibre entre chacune des composantes est encore mouvant à ce moment. Il demande à être évalué après plus de 10 ans de fonctionnement, et devrait sans doute être réajusté pour que la complexité structurelle actuelle apparaisse comme un outil au service d'un projet collectif et non une source de tension entre entités concurrentes. Faculté de théologie. Doyen dans la transition. André Ouénin. Le conseil de la faculté de théologie de l'UCL m'a choisi comme doyen en mai 2008 pour entrer en fonction à la mi-septembre de la même année. À l'époque, l'université comprenait 10 facultés gérant à la fois l'enseignement et la recherche dans une institution unifiée. Au conseil académique, à côté des étudiants et du personnel administratif et technique, le groupe des doyens, en général assez coopératif, pouvait se changer à l'occasion, en une sorte de contre-pouvoir face aux possibles excès ou dérives du recteur et de son conseil. Dans les discussions au sein de ce groupe à la fois soudé et cordial, je n'ai jamais senti que le poids respectif des facultés entrait en ligne de compte, sauf dans le cas de questions spécifiques touchant à certaines entités. Une vigilance globalement positive était de mise par rapport à l'action du recteur et de son conseil. Mes 4 années de décanat, j'ai été réélu en 2011 pour une seule année, à ma demande, se situent à cheval sur 2 régimes, le changement ayant été provoqué par le plan de développement voulu par le recteur Couly et son équipe, mais aussi sur 2 équipes rectorales, le recteur Delvaux ayant pris les rênes de l'UCL à la rentrée 2010. Ce basculement portait essentiellement sur la restructuration de l'université en 3 secteurs, sciences humaines, sciences et technologies, sciences médicales,
et sur la séparation entre l'enseignement, pris en charge par les facultés, et la recherche, gérée au sein d'instituts nouvellement créés. Cette opération de grande envergure a été l'événement majeur de ma période décanale. 2 ans pour assister à la préparation et à la décision, puis 2 autres pour participer, bien à regret, je dois le dire d'emblée, à la mise en place laborieuse. Une difficile transition au sein de l'UCL. Il faut dire que l'ensemble des doyens n'étaient pas favorables au changement voulu par le recteur Cooley, et que leurs vives résistances se sont exprimées clairement et à plusieurs reprises au conseil académique. Les risques de voir l'UCL se transformer en une fédération de 3 universités correspondant au secteur, et de créer une concurrence entre facultés d'enseignement et instituts de recherche ainsi que des oppositions stériles entre responsables de ces entités n'étaient pas minces à nos yeux. Sans compter que cette réforme allait totalement transformer le conseil académique, puisqu'il était inenvisageable d'y faire siéger tous les doyens et présidents, le nombre de membres serait devenu pléthorique au point d'être ingérable. Dès lors, au lieu que la base tout entière de l'université soit représentée via les responsables de facultés, enseignement et recherche confondus, seuls quelques délégués siégeraient pour le compte des secteurs, les entités de base étant ainsi exclues du Sénat de l'UCL et donc considérablement éloignées du lieu où se discutent les grandes questions et où se prennent les options pour la gestion de l'université. Les risques étaient bien présents, en tout cas. Risque de dérive autoritaire au sein du conseil académique suite à l'élimination d'un contre-pouvoir potentiel, divisé pour régner. Risque de voir le conseil académique perdre sa nature puisqu'un certain nombre de questions relevant de ses compétences allaient désormais être traitées par les bureaux des secteurs. Risque d'indisposer les partenaires avec lesquels à ce moment-là l'UCL négociait un accord de fusion, faculté Notre-Dame de la Paix Namur, faculté Saint-Louis Bruxelles et FUCAM Mons. Changer en profondeur la structure d'un partenaire dont le poids est décisif, n'est-ce pas imposer celle-ci aux autres sans qu'ils aient eu voix au chapitre ? En réalité, la scission entre entités d'enseignement et de recherche n'était pas perçue de la même façon dans les différents secteurs. Alors que le secteur des sciences et technologies trouvait de nombreux avantages à cette réorganisation, et que la faculté de médecine pouvait en faire une occasion de se redéployer, les doyens des sciences humaines, représentant les 2/3 de l'UCL pour ce qui est de la population étudiante, voyaient beaucoup moins bien ce que leur faculté gagnerait dans cette opération, tout en étant conscients de ce qu'elles y perdraient. Dans bien des disciplines de ce secteur, en effet, l'articulation entre enseignement et recherche est forte, ne serait-ce que parce que c'est principalement la recherche qui nourrit l'enseignement en 2e cycle. Du reste, peu de temps auparavant, la Culleven avait décidé de réserver un traitement différencié aux entités de sciences humaines dont les facultés étaient maintenues avec, aux côtés du doyen, 2 vice-doyens, l'un à l'enseignement et l'autre à la recherche. Au demeurant, au sein de l'UCL, une solution analogue fut arrachée de haute lutte au recteur par le doyen de la faculté de droit, mais pour sa seule entité. Pour le recteur Cooley, c'était une façon de gagner une voix, et comme le vote s'est joué à une voix près. Une fois voté, le plan de développement a été mis en œuvre par une nouvelle équipe rectorale, Bruno Delvaux ayant été élu recteur entre-temps. Comme doyen de la faculté d'agronomie, il s'était farouchement opposé au plan de son prédécesseur, et il avait été élu par une majorité qui sans doute attendait qu'il fasse marche arrière, Bernard Cooley s'étant retiré de la course, conscient sans doute qu'il ne pourrait l'emporter en raison des clivages résultant de sa personnalité et des décisions prises en fin de mandat. Mais le recteur Delvaux et son équipe ont préféré ne pas détricoter le plan, probablement pour éviter de cliver encore davantage une université divisée sur la réforme désormais décidée, mais aussi dans l'espoir de pouvoir lui apporter peu à peu des modifications significatives. Ce qu'elle n'est pas parvenue à faire. Les 2 années qui ont suivi ont modifié radicalement le travail du doyen que j'étais. Signe de cette transformation, l'agenda. À partir de ce moment en effet, des combats stériles, car ils ne débouchaient sur rien de constructif, ont commencé entre doyens d'une part et présidents d'instituts d'autre part. Moyens alloués en personnel ou en frais de fonctionnement, gestion des locaux, commission de sélection et de promotion du personnel, balance entre les charges d'enseignement et de recherche des académiques, etc. Tout était sujet à des débats qui auparavant se géraient au niveau des bureaux, organes exécutifs des facultés.
D'où la multiplication des réunions, des mises au vert, expression issue du monde du sport importée à l'UCL à cette époque, signe des temps, des concertations de toutes sortes entre partenaires aux intérêts divergents et aux contraintes différentes. Les doyens avaient à gérer les obligations toujours plus nombreuses imposées par les décrets de la communauté française organisant l'enseignement supérieur, les présidents gérant quant à eux la créativité et le dynamisme des chercheurs. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.